Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre exploration de l'approche intégrale. On va poursuivre ensemble notre voyage à travers les stades d'évolution de la conscience. Précédemment, on a exploré comment la conscience individuelle se développe par stade et comment ça transforme radicalement notre façon de percevoir le monde, de donner du sens à la réalité et de nous relier aux autres. Mais voilà, comme je l'ai évoqué au deuxième épisode, l'être humain, c'est pas qu'un individu isolé, mais un holon, simultanément un individu complet en soi et la part d'un collectif plus vaste qui le transcende et l'inclut. Depuis nos origines, on a toujours été des êtres profondément sociaux, vivant en groupe, en communauté, en société. Et tout comme notre conscience individuelle évolue, il existe également des stades d'évolution de la conscience collective. Dans son livre Sapiens, Yuval Noah Harari a très bien décrit cette capacité unique de notre espèce à créer du lien et à le faire évoluer, notamment grâce à la création d'histoires partagées qui nous permettent de coopérer à grande échelle. Ces histoires collectives, qu'il s'agisse de mythes tribaux, de religions, d'idéologies politiques ou de systèmes économiques, sont en réalité des manifestations de différents stades de conscience collective. Dans cet épisode, on va donc entreprendre un voyage fascinant à travers l'histoire de l'humanité, et on va le faire d'une façon la plus immersive possible. Pour explorer chaque stade de développement collectif, je vous inviterai à imaginer que vous vous réveillez successivement à différentes époques, avec différentes manières de percevoir et de comprendre le monde. Comment c'est de vivre dans une société où chaque élément de la nature est habité par des esprits? Comment on perçoit le monde dans une société structurée autour de croyances et de mythes religieux immuables? C'est quoi faire l'expérience subjective de vivre dans un monde moderne, dominé exclusivement par la raison et l'individualisme? Cette exploration, ce ne sera pas qu'un voyage dans le passé. En effet, on a vu, pour l'évolution individuelle, que chaque stade transcende et inclut les précédents. Et que si on est par exemple au cinquième stade, le stade orange de l'individualisme, eh bien les stades précédents continuent d'exister en nous ou dans le monde d'une manière ou d'une autre et de se manifester dans certaines circonstances. Eh bien c'est la même chose pour les stades collectifs. Il y a à la fois un déploiement à travers le temps, l'histoire, mais tous les stades continuent d'exister dans différents endroits du globe et certaines poches particulières de nos sociétés. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage à travers les âges et les formes de conscience qui ont façonné et continuent de façonner notre humanité? Je vous invite à ouvrir non seulement votre esprit mais aussi votre cœur pour goûter de l'intérieur ces différentes façons d'être au monde. C'est parti. Vous voilà d'abord transporté il y a environ 200 000 ans, à l'aube de notre espèce. À ce stade, votre conscience collective est entièrement centrée sur la survie. Votre préoccupation principale, c'est de répondre à vos besoins les plus fondamentaux. Trouver de la nourriture, vous abriter, vous protéger des prédateurs. Le monde qui vous entoure est essentiellement mystérieux, vous n'avez pas les moyens de le comprendre, et les dangers vous guettent à tout instant. En même temps, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous ne passez que quelques heures par jour à chercher votre nourriture. La savane est généreuse pour qui sait où regarder. Le reste du temps, vous vous reposez à l'ombre, vous observez votre environnement, ou vous interagissez simplement avec votre groupe. Vous vous déplacez ensemble, par groupe de 6 ou 7 individus, et vos liens sont principalement biologiques, ce sont ceux d'une famille étendue. Vous vivez au présent. Vous ne vous projetez pas vraiment dans l'avenir au-delà de quelques heures, et vous réfléchissez pas non plus de façon très élaborée sur le passé. Votre attention, elle est constamment dirigée vers l'environnement immédiat. Regardez autour de vous. Le ciel s'assombrit soudainement, le vent se lève, un orage approche. Vous réagissez immédiatement, vous vous regroupez, vous cherchez un abri sous un surplomb rocheux, vous vous blottissez ensemble. Vous avez peur de la violence des éléments quand ils se déchaînent. Il n'y a pas d'explication mythique, pas d'histoire de Dieu en colère. Juste le danger, la peur et les réflexes de survie. Votre communication entre vous et vos congénères, elle est principalement non verbale, des grognements, des gestes, des expressions faciales. Vous attendez ensemble que la menace passe. Pour vous, l'orage, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement là, une force de la nature à laquelle il faut s'adapter pour survivre. Ce stade beige, il a été le mode dominant de la conscience collective durant la plus grande partie de notre préhistoire. On estime que l'espèce humaine a émergé il y a 2,8 millions d'années
et qu'elle est progressivement sortie de ce stade beige il y a seulement 100 000 ans. Si on ramène toute l'histoire de l'humanité à 24 heures, ça veut dire que notre espèce a vécu pendant 23h09 dans ce stade beige, avec une maîtrise du feu seulement à 12h50, et que l'ensemble des autres stades ont émergé sur les 51 dernières minutes. C'est vous dire combien ce stade beige est ancré dans nos inconscients collectifs. Ce stade, il réapparaît dans des situations spécifiques, des zones de catastrophes naturelles, des guerres, des famines extrêmes. Même dans nos sociétés développées, pensez aux comportements qui réapparaissent lors de crises graves, stockage compulsif, formation de petits groupes solidaires et focalisation sur les besoins de base. Mais l'humanité n'est pas restée à ce stade de conscience archaïque. Progressivement, une nouvelle manière de percevoir et d'interagir avec le monde a émergé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le stade violet. On avance donc dans le temps environ 40 000 ans avant notre ère. Et là, depuis un peu plus de 50 000 ans, un changement profond s'est opéré dans la conscience humaine. Vous vivez maintenant dans un monde animé par des forces invisibles. Chaque rivière, chaque montagne, chaque animal est habité par des esprits. Votre tribu compte plusieurs dizaines de personnes, unies non seulement par des liens de sang, mais aussi par des rituels partagés et des histoires communes. Votre perception du temps, elle s'est élargie. Le passé existe dans vos récits. L'avenir est devenu un territoire que vous essayez d'influencer à travers vos rituels. Près de vous se trouvent des objets précieux, des figurines sculptées, des plumes rares, des pierres particulières. Ces objets, ce ne sont pas des simples possessions, ils sont imprégnés d'un pouvoir tout particulier. De nouveau, le ciel s'assombrit, un orage approche. Cette fois, votre perception est radicalement différente. L'orage n'est pas simplement un phénomène naturel, c'est une manifestation de l'esprit du ciel, peut-être mécontent ou cherchant à communiquer avec vous. La personne qui médiatise le lien avec le monde invisible, reconnaissable à ses peintures corporelles et ses amulettes, commence un rituel. Elle brûle des herbes spéciales, la fumée s'élève vers le ciel. Ensemble, vous entonnez un chant rythmique, transmis de génération en génération. Des gestes symboliques accompagnent vos voix. Vous n'êtes plus simplement à la merci des éléments. À travers ces rituels, vous pensez sincèrement pouvoir influencer les forces invisibles. Cette conviction forge un lien puissant entre tous les membres de votre tribu. Ce stade, il a émergé il y a environ 100 000 ans avec ce que Harari appelle la révolution cognitive. Explosion des capacités symboliques, art rupestre, sépulture rituelle, langage élaboré. Ces mythes et ces esprits peuvent être compris comme des entités noologiques, des êtres d'esprit, comme le dit Edgar Morin, qui prennent forme dans la noosphère, cette dimension émergente de la conscience partagée. On peut donc considérer que ce sont les tout débuts de l'émergence de la noosphère à laquelle on assiste à cette période. Les groupes humains se sont agrandis et ils atteignent parfois 150 individus. Ce stade y persiste de nos jours dans certaines cultures indigènes où la nature est perçue comme peuplée d'entités conscientes. Depuis l'Occident, on a tendance à porter deux types de regards sur ces peuples premiers, comme on dit. Soit on les considère comme primitifs, n'ayant pas encore évolué, et ils sont encore pris dans un ensemble de croyances et de superstitions prémodernes. Soit on a tendance au contraire à les idéaliser, se disant que ce sont eux qui ont tout compris et que ce serait tellement mieux si collectivement nous revenions à ce mode de vie. Au-delà de la disqualification ou de l'idéalisation, il semble indispensable de reconnaître que ces cultures ont développé des sagesses écologiques profondes et des systèmes sociaux sophistiqués qui privilégient l'harmonie avec la nature plutôt que le développement technologique, et que nous aurions beaucoup à apprendre d'eux, notamment dans le contexte de crise écologique et d'effondrement du vivant que nous traversons. Dans nos sociétés modernes, on retrouve aussi des traces de ce stade dans nos croyances magiques, nos rituels personnels et nos rassemblements tribaux modernes, comme on peut en voir dans certains événements sportifs par exemple. Allez, on avance encore dans le temps, environ 5000 ans avant notre ère. Les groupes humains comptent maintenant des centaines, parfois des milliers d'individus. Vous vous réveillez dans un monde structuré par la force et la puissance. Votre position sociale est déterminée par votre force, votre courage, votre capacité à imposer votre volonté.
Les récits qui animent vos soirées parlent d'exploits héroïques, de conquêtes. Les dieux sont des entités puissantes, guerrières, qui exigent des démonstrations de courage. Eh bien, ça tombe bien. Justement, le ciel s'assombrit et l'orage se fait entendre. L'orage, là, c'est plus l'expression d'un esprit à apaiser, c'est un défi, une manifestation de puissance face à laquelle vous refusez de vous incliner. Vous voyez le chef de votre tribu, reconnaissable à son imposante parure, qui se tient droit face à la tempête. Il brandit sa lance vers le ciel, défiant les éléments. D'une voix puissante, il crie que les dieux vous mettent à l'épreuve, qu'il faut leur montrer votre valeur. Alors, plutôt que de vous réfugier immédiatement dans un abri, le groupe exécute une danse guerrière, frappant le sol, brandissant ses armes. Et ce n'est qu'après cette démonstration de force que vous vous abritez, non par peur, mais par stratégie. Ce stade a émergé avec les premières civilisations, la généralisation de l'agriculture et de la sédentarisation à environ 6000 ans avant notre ère, soit entre 23h55 et 23h56 sur notre horloge symbolique. Première chefferie, culte héroïque, structure hiérarchisée basée sur la force, c'est l'époque des monuments mégalithiques, des fortifications, des premiers palais. Cette conscience a permis l'émergence des premières grandes civilisations avec leurs dirigeants puissants, souvent déifiés. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats en Mésopotamie, témoignent de cette capacité nouvelle à organiser des ressources humaines sous l'autorité d'un pouvoir centralisé. Aujourd'hui, ce stade s'exprime là où la loi s'est effondrée, zone de guerre, territoire de gangs. On le retrouve dans des organisations comme certaines milices armées, avec leur culte de la force et leur structure tribale charismatique. Dans nos sociétés, on la voit dans certains sports de haut niveau, dans notre attachement aux super-héros dans les films d'action. Ce stade, il porte des qualités essentielles, courage, spontanéité, affirmation de soi, mais il peut aussi devenir destructeur sous l'influence des stades ultérieurs. Justement, abordons à présent le stade bleu qui a émergé face au risque de chaos permanent que représente le stade rouge et sa loi du plus fort. On est maintenant dans une civilisation pleinement structurée. Imaginez la Rome impériale, l'Europe médiévale ou la Chine des Tang. Des millions d'individus sont unis par une même vision du monde partagé. Vous vous réveillez donc dans un monde où chaque chose a sa place et chaque personne a un rôle défini. Le chaos du stade rouge a cédé la place à un certain ordre. Vous n'êtes plus défini par votre force personnelle ou par votre place dans une hiérarchie légitimée par une vision cosmique. Autour de vous s'étend une cité aux constructions imposantes, des temples, des palais, des murailles. Les rues s'animent au rythme d'une vie quotidienne réglée par des traditions ancestrales. Chacun connaît sa place, artisan, marchand, soldat, prêtre, noble, paysan, mère de famille. Soudain, le ciel s'assombrit et vous entendez l'orage qui approche. L'orage, il fait maintenant partie intégrante d'un ordre cosmique plus vaste. Il est un signe des dieux qui gouvernent selon des lois immuables. Sur la place de l'église, le prêtre en profite pour rappeler les quelques personnes qui ne s'étaient pas encore décidées à participer à la messe de la matinée, à rentrer au sec pour prier. Le prêtre entame son sermon que chacun écoute avec un mélange de crainte et d'espoir. Entendez-vous la colère du Tout-Puissant qui gronde au-dessus de nos têtes? Ces éclairs qui déchirent les cieux, c'est la voix de Dieu qui nous parle. Que chacun examine sa conscience en cette heure terrible. Avez-vous respecté le jour du Seigneur? Avez-vous donné l'aumône aux pauvres? Avez-vous honoré votre père et votre mère? Prions ensemble, car notre salut ne vient que de la miséricorde divine. Que nos voix s'élèvent plus fort que le tonnerre. Chacun sait quel geste accomplir et quelle parole prononcer. Ce stade s'est consolidé avec les grandes religions monothéistes, les empires organisés, les systèmes légaux codifiés. Il a créé des systèmes de sens qui transcendent l'individu. L'identité s'étend désormais à des entités vastes, nations, empires, communautés religieuses. Pour la première fois, des millions de personnes qui ne se rencontreront jamais peuvent se sentir unies par des croyances partagées. Les entités noologiques qui ont commencé à émerger au stade violet sont devenues extrêmement puissantes et rassembleuses. Aujourd'hui, ce stade constitue le fondement des grandes religions dans leurs expressions traditionnelles.
Il persiste dans de nombreux pays, dans les institutions militaires, religieuses ou éducatives traditionnelles, et aussi dans un nombre important de grandes administrations. Il offre stabilité, continuité, un sens de l'appartenance, mais il peut aussi montrer de la rigidité face au changement et une difficulté à accepter la diversité. Et c'est de ces frottements qu'a émergé le stade suivant, Orange, qu'on va voir à présent. On arrive dans un monde transformé par la raison et la science. Vous vivez maintenant dans une grande métropole moderne, avec ses gratte-ciels, ses ponts suspendus et ses avions qui déchirent le ciel. C'est l'ingéniosité humaine et la pensée rationnelle qui ont construit ce monde. Votre identité n'est plus définie par une hiérarchie cosmique immuable. Vous êtes un individu autonome, capable de penser par vous-même. Le succès est mesuré par vos accomplissements, vos capacités à innover. Les institutions tirent leur légitimité de principes rationnels, de l'efficacité mesurable et pas de croyances ancestrales. Le marché, la science, la démocratie ont remplacé les hiérarchies traditionnelles. Et vous savez quoi? Le ciel s'assombrit, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. Votre réaction est encore bien différente des autres fois. Pour vous, l'orage, c'est un phénomène météorologique explicable par des lois tout à fait physiques. Sur votre smartphone, vous voyez sur l'application météo la projection des radars qui vous informe qu'il pleuvra dans 5 minutes environ et que ça devrait durer à peu près une vingtaine de minutes. La technologie permet de prévoir ce que vos ancêtres ne pouvaient que subir. Autour de vous, les gens réagissent de façon pragmatique. Certains accélèrent le pas, d'autres ouvrent des parapluies. Pas de procession religieuse, pas de rituel. L'orage, c'est simplement un problème pratique à anticiper et à gérer en s'organisant au mieux. Ce stade, il a émergé avec la Renaissance, mais il s'est vraiment développé avec les Lumières, c'est-à-dire il y a 8 secondes par rapport à maintenant, c'est-à-dire à 23h59 minutes et 52 secondes sur notre horloge symbolique de 24 heures. Il a atteint son apogée avec la révolution industrielle. Parmi les figures emblématiques de cette émergence orange, on trouve Galilée, Descartes, Newton, Darwin. Il a permis des transformations spectaculaires, espérance de vie doublée, pauvreté réduite, alphabétisation généralisée, monde connecté. Ce stade, il domine aujourd'hui très largement l'économie, la science et la technologie. Il structure notre approche de la santé, de l'éducation, de la gouvernance démocratique. Malgré tous les bienfaits qu'il a apportés aux individus et aux sociétés, ses limites apparaissent toutefois aujourd'hui de façon de plus en plus insoutenable. Matérialisme désenchanté, individualisme fragmentant les communautés, vision instrumentale de la nature, inégalité persistante, voire de plus en plus importante. Et c'est en réponse à ces limites qu'apparaît justement le stade suivant, le vert. On arrive à la fin du XXe siècle. La raison et le progrès ont donc apporté des avancées majeures, mais aussi de nouvelles questions sur l'impact environnemental, les voix des minorités qui sont marginalisées et le sens de nos propres vies. Vous vous trouvez à présent dans un éco-village, constitué d'habitations écologiques, de jardins en permaculture, avec une multiplicité d'espaces communs favorisant les liens entre vous. L'identité est définie par l'appartenance communautaire et l'engagement pour des causes qui dépassent les individus. Les relations sont horizontales, où chaque voix compte. L'accent est mis principalement sur la coopération et sur l'entraide. Et alors que vous terminez la cueillette collective du samedi après-midi, le ciel s'assombrit brusquement. Quelques instants après, l'orage éclate. Désormais, l'orage manifeste l'interconnexion des systèmes écologiques dont vous faites partie. Alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, la communauté se réunit spontanément selon une dynamique d'auto-organisation fluide. Certains vérifient les systèmes de récupération d'eau, d'autres accompagnent les personnes les plus vulnérables pour les mettre en sécurité. Quelqu'un suggère de profiter de ce moment pour se poser un peu ensemble et faire un cercle de parole sur les événements de la semaine au sein de la communauté. Dans la foulée, un cercle d'habitants se réunit au sein de la salle commune, accompagné de quelques percussions qui se calent sur le rythme de la pluie. Émerge ensuite une discussion sans hiérarchie où chaque perspective est accueillie comme étant pleinement légitime en soi. L'orage est ainsi abordé comme une opportunité précieuse de renforcer les liens et de réaffirmer la connexion à la nature.
Ce stade vert ou postmoderne, il a émergé dans les années 60-70 avec les mouvements pour les droits civiques, le féminisme et l'écologie. Donc il y a 2 secondes sur notre horloge symbolique de 24 heures. Contrairement au stade précédent, il ne domine pas encore une société entière, mais s'exprime dans des poches culturelles spécifiques, telles que certains milieux universitaires, un grand nombre d'ONG et de mouvements sociaux, et la plupart des éco-villages. Cette conscience a apporté des contributions majeures, sensibilité écologique, reconnaissance de la diversité, attention aux marginalisés et développement de gouvernance participative. Comme tout stade, il présente des limites. Son relativisme peut paralyser la décision, sa critique de la hiérarchie peut devenir excessive et son idéalisme se heurte parfois aux réalités pratiques. Malgré ces défis, ses contributions restent essentielles face aux crises écologiques et sociales de notre temps. Allez, on continue notre voyage, mais cette fois, on ne peut pas remonter dans le temps vers une époque dominée par cette conscience. Le stade jaune ou intégral est seulement émergent chez certains individus et ne s'est donc pas encore pleinement manifesté dans des sociétés entières. Il émerge actuellement sous forme d'îlots d'innovation, dispersés dans un monde encore largement structuré par les consciences bleues, oranges et vertes. Ces îlots y tissent entre eux des réseaux d'échange et de collaboration, et y forment une sorte d'archipel qui ne s'oppose pas frontalement aux structures dominantes, mais qui crée de nouvelles possibilités à leur interstice. Un peu comme un mycélium sous la surface du sol, ces réseaux y relient les initiatives intégrales à travers les frontières traditionnelles. Allez, imaginons donc qu'on fait un saut dans le temps. Vous vous réveillez dans une société qui a traversé les crises de notre époque pour émerger dans une nouvelle configuration. Autour de vous s'étend ce qu'on pourrait appeler une biorégion consciente. Les frontières entre urbain et rural se sont estompées, remplacées par un tissu d'établissements humains intégrés harmonieusement dans leurs écosystèmes. Le non-humain est présent et respecté avec des ambassadeurs qui facilitent la communication interespèces. La gouvernance repose sur des systèmes de démocratie stratifiés où différentes questions sont abordées au niveau de conscience approprié. Les enjeux de sécurité mobilisent la sagesse bleue, l'innovation bénéficie de l'expertise orange et l'équité intègre la sensibilité verte, tandis que la coordination est facilitée par des processus jaunes. Votre identité se déploie comme un processus évolutif, simultanément individu autonome et nœud dans de multiples réseaux d'interdépendance. Et même en conscience jaune, il continue d'y avoir de l'orage. Dans cette société intégrale, votre perception intègre simultanément les 4 cadrans aquales. Vous observez le phénomène physique avec une compréhension scientifique précise, vous percevez les systèmes sociaux et écologiques qui s'activent, vous accueillez pleinement votre expérience intérieure, et vous êtes aussi sensible à la dimension intersubjective, où l'orage représente peut-être l'expression de tensions dans l'appareil psychique collectif de la région. Dans l'espace communautaire, différents groupes s'organisent spontanément. Quelqu'un explique aux jeunes: on a appris à danser avec les systèmes complexes plutôt qu'à les contrôler. L'orage est un participant actif de notre conversation continue avec le vivant. Cette vision, ce n'est pas une utopie parfaite, mais un système vivant, en évolution constante, manifestant l'intégration des vérités de tous les stades dans une écologie dynamique de la conscience. Juste quelques mots sur le turquoise, aux frontières de l'évolution connue. Si le jaune intègre les perspectives, le turquoise, lui, y perçoit directement l'unité sous-jacente. C'est plus qu'il comprend l'interconnexion de toute chose, mais qu'il la vit véritablement. Il l'expérimente de façon permanente dans son corps et sa conscience. Cette conscience, on dit parfois qu'elle manifeste un retour spiralé au violet, c'est-à-dire qu'on se sent à nouveau être une tribu, mais à l'échelle planétaire, voire même à l'échelle cosmique. Notre être au monde, il est pleinement ouvert et inclusif, et il aborde toute chose à partir d'une conscience qui allie pensée rationnelle et intuition, sensibilité et pragmatisme, singularité et universalité. Face à l'orage, la distinction entre orage là-bas et moi ici s'estompe. La personne perçoit comment les processus de l'orage et de l'observateur font partie du même tissu dynamique, et la réponse est vécue comme une danse consciente avec le processus. Mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus.
Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage à travers les stades d'évolution de la conscience collective. Ensemble, on a traversé l'histoire de l'humanité et même un peu de son avenir possible, en explorant comment notre façon collective de percevoir le monde, de lui donner sens et de nous organiser a évolué au fil du temps. Ce que j'aime beaucoup dans cette perspective, c'est l'idée que cette évolution n'est pas terminée. Les stades turquoises et peut-être d'autres encore au-delà, qu'on ne peut pas encore concevoir clairement, eh bien, ce n'est pas des destinations finales, mais des horizons qui s'ouvrent devant nous. La spirale du développement, elle continue à se déployer encore et encore. Et c'est aussi vraiment important de rappeler que cette évolution, elle n'implique pas que les stades ultérieurs soient meilleurs dans un sens absolu que les stades antérieurs. Chaque stade représente une adaptation ingénieuse à des conditions de vie particulières et apporte des capacités très très précieuses. Et une société véritablement intégrale, elle reconnaît la contribution vitale de chaque niveau et elle crée des conditions où tous peuvent s'exprimer sainement. Dans l'épisode précédent et dans celui-ci, on a donc exploré comment les individus et les collectifs se situent à certains stades de conscience. On pourrait parler en quelque sorte de centre de gravité pour désigner le stade qui tend à dominer leur perspective et leur fonctionnement. Mais la réalité est bien plus complexe et subtile que ce modèle ne le laisse paraître à première vue. En effet, on ne se développe pas de façon uniforme dans tous les domaines de notre vie. On peut être à un stade orange dans notre vie professionnelle, bleu dans notre vie spirituelle et vert dans nos relations interpersonnelles. Une société peut être développée technologiquement, mais beaucoup moins dans sa dimension éthique ou écologique. C'est pour ça que dans notre prochain épisode, on va explorer la notion de ligne de développement et de psychographe, des outils fascinants qui nous permettent d'aborder beaucoup plus finement le déploiement de la conscience, tant chez les individus que dans les groupes et les sociétés. D'ici là, je vous invite à observer ces stades dans votre vie et à télécharger la méditation guidée que j'ai créée spécifiquement pour cet épisode via le lien que vous retrouverez en descriptif dans la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager vos réflexions en commentaire. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre exploration intégrale.